Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. L'acte de paternité est désormais indispensable lors de la déclaration de naissance au Bénin. Il s'agit de l'une des dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin. Plus de précisions dans cette édition. Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure d'octroi d'une troisième licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin, un appel à concurrence vient d'être lancé par le ministre du Numérique et de la Digitalisation. Des détails dans cette édition. Le championnat professionnel de volleyball a démarré le samedi 24 avril dernier sur le terrain du CAS à Parakou. Au terme du premier match de compétition, Finance VBC s'est imposé à Real VBC de Parakou par 3-7-0. À nouveau, bonsoir. L'introduction d'une fiche de reconnaissance de paternité d'une grossesse dont les pièces pour l'établissement de l'acte de naissance d'un futur bébé fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns y voient une manière pour l'ANIP de contraindre tout le monde à se faire enrôler et à finir tout le processus afin de les assujettir à l'avenir au paiement des impôts. D'autres, par contre, sont choqués parce qu'ils craignent une mauvaise volonté des jeunes hommes qui pourraient d'emblée mettre en insécurité administrative et juridique les enfants nés à partir de début avril dernier. À cet effet, ESAE-TV s'est rapproché de la directrice de l'enfance Inès Radonou Tofon afin de mieux cerner les implications de cette législation. Suivons-la au micro d'Abdelkader Achirou. La loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin fait obligation à tout parent de déclarer l'enfant à la naissance. Et pour ce faire, tout parent dispose de 21 jours. Cette responsabilité peut être une responsabilité civile. Également, toute personne ayant connaissance d'une naissance dans une concession donnée, donc que ce soit la matrone, le chef quartier, le chef village, toute personne ayant participé ou ayant connaissance ont l'obligation d'aller déclarer la naissance de cet enfant-là sous peine de poursuite judiciaire. Quand l'enfant est retrouvé et qu'on ne connaît pas l'identité de ses parents, le procureur de la République territorialement compétent doit procéder à la déclaration de cet enfant. Il était important que je puisse faire ce rappel-là avant de venir quand même à ce qui fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas nouveau, cette déclaration-là. Et aujourd'hui, avec la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques, nous passons progressivement à une reconnaissance biométrique. Alors, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, est une structure chargée de recenser toutes les personnes. Alors, il y a dans la foulée que désormais, on doit déclarer les enfants, en fait, ce qui est déjà pris par une loi de 2015, dans la mise en œuvre sera concrète. Et désormais, si vous êtes marié, la procédure est plus simplifiée. Mais au cas où vous ne serez pas marié, vous devrez obligatoirement aller faire une déclaration de grossesse pour dire « Moi, tel INS, je reconnais avoir enceinté telle personne ». Ça permet d'avoir aux enfants une certaine sécurité juridique. Et ça permet également à la femme enceinte de ne plus vraiment se poser beaucoup de problèmes plus tard, parce qu'il y a des géniteurs qui fuient leurs responsabilités. Alors, ça permet à chaque être d'être suffisamment responsable, d'assumer en fait sa responsabilité. Et au-delà de ça, il y a bien d'autres conséquences juridiques qu'on peut aujourd'hui vraiment en tirer. La première conséquence juridique, c'est la sécurité qu'on apporte à cet enfant-là. Il ne peut plus être ballotté
ne pas avoir aujourd'hui un nom, demain il portera un autre nom et tout. Donc jusqu'à preuve contraire vraiment décider, parce qu'il y a eu peut-être des soupçons et que le juge ordonne que vraiment on puisse faire un test d'ADN, cet enfant a sa possession d'état et porte un nom vraiment. Ça permet également de sécuriser les mariages et qu'on n'apporte pas d'enfants tous azimuts non reconnus et tout ça, vraiment, parce que tel que ça se faisait, une dame, se lève pour dire, ben, on est enceinte de Y, sans que Y ne reconnaisse vraiment cette grossesse-là, on lui corde la grossesse. Donc c'est une sécurité de part et d'autre. Sécurité de l'enfant, sécurité de la femme qui porte la grossesse, sécurité également du monsieur s'il est dans les liens de mariage. Les formalités ne sont pas difficiles. Non, il suffit juste d'être plus responsable en fait, de se dire oui, j'assume pleinement cette responsabilité de la grossesse que porte une telle femme. C'est juste ça, plus de responsabilité. Restons avec Aquavines Ralonou Tofu, directrice des droits humains du ministère de la Justice et de la Législation. Au cours de son intervention, elle évoque la gestion des cas complexes avec cette législation qui vient de rentrer en vigueur. Elle s'exprime toujours au micro de Abdelkader Achiro. Le Code des personnes et de la famille nous dispose que l'enfant qui est né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. Donc porte le nom du mari de sa mère. C'est les dispositions du Code des personnes et de la famille. Toutefois, avec maintenant la mise en application de la reconnaissance de la grossesse, donc un enfant qui est conçu avant le mariage de sa mère et qui a été reconnu par un monsieur X, même s'il naît dans le mariage, ne portera pas le nom du mari de sa mère, mais portera plutôt le nom du monsieur qui, au préalable, a reconnu la grossesse de la dame X ou Y en question. Donc, d'où l'importance de cette reconnaissance-là. Et ça sécurise les parties. Parce qu'il y a des hommes qui savent qu'ils sont infertiles, qui reconnaissent que vraiment telle dame était enceinte avant de se mettre avec moi, mais je reconnais quand même l'enfant pour avoir la progéniture. Alors ça vient résoudre ce pan des problèmes aussi, et ça sécurise tout un chacun. Et désormais, c'est celui qui vraiment a enceinté X ou Y qui sera à même d'aller reconnaître sa grossesse. Non, ce n'est pas une loi spécifique. En fait, les dispositions combinées du Code des personnes et de la famille, du Code de 2004 et la loi 2015, c'est le Code de l'enfant qui fait vraiment obligation à toute personne, aux parents d'abord, comme je l'avais dit en amont, de reconnaître l'enfant, et dans ça, ils doivent faire une déclaration. Donc, c'est la loi de 2015, en fait. Et la loi de 2017-08 du 19 juin 2017, portant identification des personnes physiques, fait obligation également. Donc, c'est toute cette disposition de ces différentes lois qui permettent aujourd'hui de faire la déclaration et la reconnaissance, d'abord la reconnaissance de la grossesse et la déclaration de l'enfant. Et le délai pour la déclaration, c'est 21 jours. Pour la reconnaissance de la grossesse, c'est 3 mois. La loi est rentrée en vigueur, la loi portant Code des personnes et de la famille est rentrée en vigueur depuis 2015. Mais maintenant, la mise en œuvre par rapport à l'identification des personnes est rentrée en vigueur cette année parce qu'il y a eu l'Agence nationale d'identification des personnes qui, dans son rôle, est en train de vouloir identifier toute personne pour que chaque individu, chaque Béninois puisse disposer d'un acte réglementaire d'état civil. Parce que vous savez, au Bénin, nous n'avons pas un état civil vraiment à jour. Et des personnes peuvent être nées sous X aujourd'hui, sous Y, avoir plusieurs états de date de naissance, ce qui est anormal. Chacun doit avoir un seul état civil.
Si bien que vous avez des personnes de 60 ans qui rentrent, qui reprennent tout le processus, qui se déclarent être nés il y a de cela 20 ans, alors que visiblement vous les voyez debout, vous savez qu'ils ont plus que l'âge qu'ils déclarent. Donc désormais, c'est la sécurisation de l'état civil. Et ça, c'est une bonne chose pour tous. Le ministère du numérique et de la digitalisation lance l'appel à concurrence pour l'attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communication électronique mobile. C'est dans le cadre de l'ouverture d'une procédure d'octroi d'une 3e licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin. Le dossier d'appel à concurrence peut être retiré au secrétariat exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP à Cotonou, selon le communiqué du ministère en date du 26 avril 2021, les personnes morales autorisées à concourir pour l'appel à concurrence sont tous opérateurs de réseau de communication électronique non titulaires d'une licence de réseau de communication électronique mobile en République du Bénin, ayant les capacités techniques et financières nécessaires, n'étant pas contrôlés directement ou indirectement par une autre société soumissionnaire ou titulaire d'une licence de réseau de communication électronique mobile au Bénin. À noter que les soumissions pour la licence doivent être déposées au plus tard le 18 mai prochain à 10 h. Selon l'histoire de la création de l'être humain, l'esprit est représenté par Adam, l'âme est représentée par Ève. Le serpent, quant à lui, symbolise l'énergie sexuelle. C'est ce que nous explique ici Elmosio Godson dans l'émission Au cœur du mystère sur Esaü TV au micro de Jacques Mario d'Almeida. Adam représente notre esprit. Ève représente notre âme. Et le serpent représente l'énergie sexuelle. C'est tout simplement ça. Si vous comprenez ça comme ça, vous êtes sur la bonne voie. OK. Dans l'énergie sexuelle, il y a la tentation. Les forces de la tentation sont appelées les forces du désir. Et donc les forces du désir, quand elles se réveillent, elles veulent obliger l'âme à descendre vers le bas. Parce que l'âme a une double nature. L'âme est vertueuse ou vicieuse. C'est pourquoi Jésus disait, à quoi te sert d'avoir toutes les richesses si tu devais perdre ton âme? Parce que l'âme peut être perdue. Et donc, une âme peut tomber dans les bassesses de la sexualité, tout comme une âme peut se reposer sur la sexualité sacrée et s'élever. Maintenant, qu'est-ce que le serpent a fait? Manger de tous les fruits du jardin, cela veut dire que Dieu donne l'autorisation à toute personne. Et quand je dis Dieu, c'est votre divinité intérieure. À toute personne de faire l'amour, d'avoir les relations sexuelles comme vous voulez. Vous pouvez faire l'amour du matin jusqu'au soir. Sortez de votre tête l'idée selon laquelle faire l'amour vous rend coupable. Faire l'amour ne vous rend aucunement coupable. La culpabilité vient du fait que on vous a enseigné que c'est un péché. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes mariées qui sont au foyer. Moi, je reçois beaucoup de personnes avec qui je discute dans mon cabinet, même à Lomé. Le mari et la femme font l'amour. La femme regarde le nord, l'homme regarde le sud. Et pourtant, les deux sont mariés. Parce que les gens sont tellement complexés quand on parle de sexe. Nous, en métaphysique, on les dénote. Le vagin est appelé le yoni et le pénis est appelé le lingam. Nous n'avons pas peur d'appeler un chat un chat parce qu'il n'y a aucune indécence ni aucune impureté sur laquelle on se repose pour énoncer les choses. Et donc, lorsque vous avez le yoni et que vous avez le lingam, ce sont les outils de travail alchimique qui permettent à deux personnes, en s'unissant ensemble, d'élever leur énergie et non de les perdre. Donc Dieu a donné l'autorisation de faire l'amour, manger tous les fruits du jardin, à une seule condition. La condition, c'est que l'homme n'a pas le droit d'éjaculer. Toute sexualité
dans laquelle vous éjaculez, vous perdez votre sémen, vous perdez votre liquide séminal, c'est de la corruption astrale. Et ce sperme-là ou ce liquide séminal va nourrir les mondes du bas astral et créer des entités du bas astral qu'on appelle généralement les incubes et les succubes, qui sont des maris de nuit et des femmes de nuit qui viendront faire l'amour avec vous. Le chef du village de Ganro, dans la commune de Bembereke, a été interpellé le dimanche 26 avril 2021 suite à la mort de 3 présumés voleurs à son domicile. En effet, les 3 présumés voleurs ont été tués samedi dernier par la population au domicile du chef du village en son absence. Dans le but d'élucider l'affaire, les éléments de la police ont interpellé le chef en question, selon une radio de la place. D'autres personnes ont également été arrêtées par la police. À en croire la même source, les jeunes de Ganro ont voulu ce lundi 26 avril attaquer le commissariat de l'arrondissement de Gamia. Le chef de l'arrondissement et certaines autorités locales ont pu apaiser les tensions. À présent, je vous invite à suivre l'actualité en Mauritanie, en RDC, au Burkina Faso, à travers la page inter que vous propose Anifat Boukari. Mohamed Ould Abdel Aziz s'est rendu ce lundi 26 avril au palais de justice de Nouakchott à la convocation du pôle des juges anti-corruption. Depuis le 12 mars dernier, l'ex-président Aziz est une douzaine de personnalités dont 2 de ses grandes et 2 de ses anciens premiers ministres ont été inculpés de malversation financière, corruption, dilapidation et détournement de biens publics. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie entre 2008 et 2019, a toujours réfuté ces accusations de malversation financière, corruption, dilapidation et détournement de biens publics, mais les juges l'ont interrogé ce lundi sur son implication présumée. L'ex-chef de l'État a refusé de répondre aux magistrats comme lors de ses précédentes comparutions. À chaque question, par la voix de ses avocats, l'ex-président Aziz renvoie les juges à l'article 93 de la Constitution qui stipule que seule la Haute Cour de justice est habilitée à l'entendre ou à le juger. Il s'estime couvert par son immunité d'ancien chef de l'État. Mais selon les avocats qui défendent l'État mauritanien dans ce dossier, cette disposition ne concerne que la haute trahison. En RDC, les manifestations contre l'insécurité dans les villes de l'Est de la RDC continuent à faire parler d'elles. Si dans certaines villes comme Boutambo, Ouacha et Kassindi, les activités commencent à reprendre petit à petit après 3 semaines de tension, ce n'est pas le cas partout. Cette situation affecte le calendrier scolaire et inquiète de plus en plus parents et enseignants. Malgré les appels à la fin de la grève et à la reprise des activités, ce lundi 26 avril, les élèves qui campent depuis 4 jours devant le bâtiment de la mairie de Béni ont refusé de reprendre le chemin de l'école. Les plus âgés ont improvisé des leçons aux plus jeunes. À Béni, à Boutambo et dans toutes les régions, élèves enseignants comme parents attendent une plus grande implication de l'armée et des casques bleus. Et pour finir, au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte de soldats et de forestiers dans la région de l'Est. L'embuscade a eu lieu entre Fada Ngourma et Pama ce lundi 26 avril. 3 blessés sont à déplorer et 4 personnes sont toujours portées disparues. Une opération de ratissage est en cours pour les retrouver selon les mêmes sources. L'embuscade a eu lieu vers 8h entre las Fada Ngourma et Pama. Elle a visé une équipe de la brigade mixte anti-braconnage composée d'éléments de l'armée, de forestiers et d'éco-gardes. La brigade escortait les éco-gardes, parmi lesquels 4 expatriés européens. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 3 blessés et de 4 personnes portées disparues. 2 Espagnols, un Irlandais et un membre des forces de défense et de sécurité du Burkina.
Sport pour finir, la Sierra Leone et le Bénin sont fixés sur le sort dans l'imbroglio autour du match des éliminatoires de la CAN 2021 devant les opposés le 30 mars dernier. La Confédération africaine de football, CAF, après l'examen du recours de la Fédération sierra-léonaise, a maintenu sa décision de faire rejouer la rencontre en juin prochain, le dimanche 25 avril 2021. Le comité d'organisation de la CAN a auditionné les deux parties afin de mieux comprendre la situation qui a empêché le déroulement du match. Pour mémoire, les autorités béninoises avaient soupçonné leurs homologues sierra-léonaises d'avoir falsifié les résultats des tests PCR de Covid-19 de 5 joueurs clés des écureuils du Bénin. En plus, le protocole sanitaire n'a pas été respecté conformément aux directives de la CAF. Les deux fédérations disposent de 10 jours pour faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral de sport. La Super League Pro aborde sa 4e journée ce mercredi. Déplacement périlleux, les Dragons chez les Buffles FC de Borgou, deux clubs emblématiques qui connaissent un début de play-off compliqué. Aïma FC accueille Béké FC au stade Jean-Pierre Gascon. Azos et Dynamo Parakou vont essayer de se relancer au centre d'excellence de football Issa Ayatou de Misérité. Duel des extrêmes entre Éternel FC, avant-dernier au classement, et Damissa FC, 3e à René-Pleven. Après son faux pas à domicile le week-end écoulé, les Requins vont à l'assaut du leader Esaü FC à Lokossa sur les mêmes installations le jeudi 29 avril 2021. Audio FC de Comé va recevoir AS Cotonou en clôture de cette 4e journée de la Ligue Pro. Les premiers championnats professionnels de volleyball ont démarré ce week-end. 4 clubs féminins et 6 équipes masculines se sont engagés dans cette Ligue Pro. Chez les dames, Vessos a battu Adidja Volleyball Club 3-7 à 0, 28-19, 25-15, 25-20. Chez les hommes, Alada Volleyball Club a dominé Energy Volleyball Club 7-0, 25-18, 25-15 et 25-19 sur ces installations. Le champion en titre Finance Volleyball Club est allé également surclassé Real Volley Club de Parakou 3-7 à 0, 25-21, 25-18 et 25-18 aussi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page du sport et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.